Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Donc nous sommes ravis de reprendre cette année universitaire et comme d'habitude, les webinaires mensuels organisés par le service des urgences Trauma Center de l'hôpital Ibn Rushd sur des activités, on va dire, de pointe, pertinentes, qui intéressent autant les médecins juniors que seniors. Et aujourd'hui, j'ai le grandissime plaisir et honneur d'accueillir ma très chère, très très chère amie en plus, Salma Siham Riyad. Bonsoir Salma. Bonsoir Ossed Mouhaoui. C'est également pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci pour l'invitation. Euh, Très contente. Je vois qu'il y a beaucoup de néphrologues également parmi les invités. Donc, Eh ben, tant mieux, c'est bien. tant mieux pour nous tous. Alors, je vais te donner tout de suite la parole, Selma, pour ta présentation qui va durer vers les 30-35 minutes. Je Tout à fait. propose au chat de laisser les questions à la fin. Il y a un tout petit conseil, s'il vous plaît, les membres sur le chat, de désactiver vidéo et audio. Vous pouvez poser les questions au fur et à mesure sur le chat, mais on va les reprendre à la fin de la présentation du professeur Oufouya. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole, Selma. Alors, vraiment, et voilà. Bien, bien. Donc, rebonsoir à tous. Merci Ossed Mouhaoui. Et donc, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour traiter d'un sujet qui tenait à cœur à Ossed Mouhaoui, à nos amis réanimateurs et du Trauma Center. Quand faut-il dialyser en urgence? Et il faut savoir que cette présentation à la base, je l'ai faite pour qu'elle soit accessible et donc surtout pour les urgentistes, les réanimateurs et les autres spécialistes que les néphrologues. N'empêche qu'il y a certaines actualités qui peuvent également intéresser la communauté néphrologique. Donc, pour parler de ce sujet, je voulais d'abord commencer par... alors, j'arrive pas à... Alors, oui. Donc, dans la dialyse, il faut vraiment... la dialyse aux urgences, il faut différencier deux contextes complètement différents. Il y a d'abord ce qu'on appelle la dialyse en urgence, c'est-à-dire où il faut dialyser absolument le patient. Ce sont des indications curatives qui peuvent se voir aussi bien dans l'insuffisance rénale aiguë que l'insuffisance rénale chronique que d'autres pathologies et où, sans dialyse, le pronostic vital immédiat du patient est mis en jeu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la dialyse de principe, et c'est surtout des cas d'insuffisance rénale aiguë où il existe des indications électives qu'on verra et qui ne sont pas des indications urgentes, mais où l'indication ou la dialyse pourrait être indiquée. Alors, la demande de Oussed Mouhaoui émane du fait qu'il y a une très grande collaboration entre le service de néphrologie et les services de réanimation de manière générale du Maroc, également du CHU Ibn Rushd et particulièrement du service d'accueil des urgences. Là, c'est une première étude qu'on avait réalisée en 2013 qui avait concerné tous les cas recensés d'insuffisance rénale aiguë au Maroc sur une période de 6 mois et où vous voyez que les grands pourvoyeurs d'IRA où l'avis des néphrologues a été sollicité étaient les services de réanimation mais également les services des urgences et le recours à la dialyse dans ces cas-là était de plus de 40%. Et puis, suite à cette étude, vu qu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup plus de cas en réanimation, ce qui n'était pas une surprise, donc on a mené une autre étude prospective sur 2 ans où on a fait une étude épidémiologique de l'insuffisance rénale aiguë dans l'ensemble des services, les 7 services de réanimation que compte le CHU Ibn Rushd de Casablanca, avec un suivi sur 2 ans, et donc qui a été publié également dans le Saudi Journal. Et donc, dans cette étude qui a été menée dans les services de réa du CHU, qui a dénombré 102 patients, donc sans surprise également, vous voyez que le service de réa-suc vient en première position, le service du Trauma Center, et c'est qui nous sollicitait le plus, avec un recours à la dialyse dans plus de 25% des cas. Donc,
pour revenir à la question, et donc pour répondre directement à la question, donc je rappelle que durant cet exposé, je vais répondre directement à la question. Je ne vais pas m'attarder sur les techniques de dialyse et autres, donc je vais parler des indications dont j'ai parlé initialement. Donc tout d'abord, je vais vous parler de ce qu'on appelle les indications curatives de la dialyse en urgence, des indications d'urgence où le pronostic vital est mis en jeu. Et là, il existe un acronyme mnémonique qu'on appelle AEIOU, c'est-à-dire ce sont les voyelles de l'alphabet en dehors de l'Y, et donc qui correspondent aux états d'acidose, aux perturbations des électrolytes, aux intoxications, à la surcharge et à l'urémie. Je vais les détailler un à un. Alors d'abord, par rapport à l'acidose, il faut savoir que l'acidose est une indication à à l'hémodialyse, surtout quand elle est sévère, quand le pH est inférieur à 7,2 et quand elle est réfractaire à la perfusion de bicarbonate ou qu'on est dans l'impossibilité de perfuser du bicarbonate. On retient également comme valeur d'acidose sévère un taux de réserve alcaline à moins de 12 milli-équivalents par litre. Mais toute acidose métabolique ne veut pas dire nécessairement recours à la dialyse. Pour qu'il y ait indication de la dialyse, ce sont surtout des acidoses associées à des cas d'insuffisance rénale sévère, à des cas d'hyperkaliémie sévère, à certaines intoxications. Ce qui veut dire qu'on ne va pas aller dialyser une acidocétose diabétique, on ne va pas aller dialyser une acidose lactique en dehors de l'intoxication à la metformine parce que ce n'est pas l'indication. Et l'apport de bicarbonate a prouvé son efficacité en termes de prise en charge de l'acidose métabolique et d'un moindre recours à la dialyse. Vous avez ici cette étude multicentrique qui a concerné plus de 380 patients en unité de soins intensifs et qui a démontré que l'apport de bicarbonate chez ces patients-là avait un impact positif sur le critère composite composé de la mortalité à J28, de la défaillance multiviscérale et de l'insuffisance rénale aiguë, stade 1 et 2, et également sur la survie à 28 jours avec l'insuffisance rénale aiguë au stade CADIGO 2 ou 3. Alors, comment évolue la concentration des bicarbonates au cours de la séance de dialyse? Vous la voyez ici sur la courbe en rouge. Je voudrais que vous vous focalisiez sur la courbe en rouge parce que là, on ne va pas parler de la noire, c'est concernant un autre protocole. Donc, vous voyez que dans la dialyse, l'hémodialyse conventionnelle, on a une augmentation progressive durant le temps de la dialyse de ce taux de bicarbonate qui va atteindre un plateau à partir de la 90e ou 120e minute après le début de la séance d'hémodialyse. Deuxième indication curative, ce sont les anomalies électrolytiques et je citerai particulièrement, et c'est ce qui revient le plus, l'hyperkaliémie au-delà de 6,5 milléquivalents par litre ou quand on a des troubles à l'ECG. Et bien sûr, comme vous le savez, avant de poser l'indication de la dialyse ou de la faire ou d'y avoir recours, il faut d'abord entamer les autres mesures, c'est-à-dire le gluconate de calcium en intraveineux, les bêta-agonistes, l'insuline avec le glucosé, les diurétiques de Lens, si c'est un patient qui n'est pas en insuffisance rénale chronique terminale, en hypervolémie et en euvolémie. Et là, mais quand on a vraiment une hyperkaliémie sévère au-delà de 6,5 millimoles par litre avec des signes ECG évidents, avec un PR allongé, des QRS élargis, des ondes T pointues, symétriques, diffuses, ententes, là, cela signe une hyperkaliémie sévère et comme j'ai dit, en plus, on peut avoir en plus des traitements habituels, par exemple le calcium pour moduler la dépolarisation du cardiomyocyte, de l'insuline, du salbutamol et des bicarbonates pour gérer et favoriser le transfert intracellulaire du potassium. Et on peut avoir recours à l'hémodialyse dans l'urgence, sachant que les résines échangeuses d'ions ont une durée d'action beaucoup plus longue que l'hémodialyse.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, au cours de la séance de dialyse, les 30 minutes, les 30 premières minutes suffisent pour baisser de manière drastique et très importante cette hyperkaliémie, et ce, de manière très significative et tout au long par la suite de la séance, durant l'évolution de la séance de dialyse, avec bien sûr un rebond par la suite après la séance du fait du relargage du potassium. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a une certaine prescription, on parle de la prescription du potassium dans le dialysa, dans la dialyse des hyperkaliémies. Je m'explique, on peut adapter la composition en potassium du dialysa de cette dialyse en fonction du taux de potassium chez ces patients. C'est-à-dire quand on est à plus de 8 milléquivalents par litre ou au-delà de 5,5, on peut utiliser le dialysa standard où il y a une concentration de 2 milléquivalents par litre. Mais pour des hyperkaliémies moins importantes, on peut c'est-à-dire rajouter du potassium dans le dialysa. Il y a des préparations faites spécialement pour ça. Et cela nous permet d'avoir une meilleure correction de l'hyperkaliémie et de ne pas trop baisser le potassium et de tomber plutôt dans l'hypokaliémie. J'en parlerai également plus tard. Alors, autre trouble hydroélectrolytique qu'il faut également, qui peut nécessiter la dialyse, c'est l'hyponatrémie. Seulement, on ne peut pas traiter une hyponatrémie isolée par de la dialyse. Généralement, on est dans un contexte de patients qui sont hémodialysés chroniques, qui ont des hyponatrémies, ou bien des insuffisances rénales aiguës qui ont des hyponatrémies, mais avec d'autres troubles métaboliques associés, c'est-à-dire hyperkaliémie, acidose et autres. Et là, on peut avoir cédé en plus de l'hémodialyse. Ce sont des séances de dialyse courtes dans lesquelles on va fixer la conductivité ou plutôt la concentration en sodium du dialysa pour éviter le risque de correction trop rapide de cette hyponatrémie et de myélinolyse sans tropontine. Là, vous voyez l'évolution du sodium sanguin au cours d'une séance de dialyse. Vous voyez que dès la première heure, il y a une réaugmentation quand on est devant devant l'hyponatrémie. On peut avoir une augmentation rapide du taux de sodium par les techniques conventionnelles. Et là, ce sont les nouveaux générateurs de dernière génération où il y a ce qu'on appelle de l'hémocontrôle qui permet de réadapter au fur et à mesure la natrémie, la concentration en dialysat de sodium en fonction de la natrémie et cela permet d'avoir une meilleure stabilité hémodynamique de ces patients. Et puis, vous avez aussi dans les techniques continues, on peut aller à des concentrations encore plus basses. Donc, vous avez cette étude qui a été menée chez 23 patients qui avaient, en plus de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, une hyponatrémie à moins de 126. Et on a utilisé une technique continue en comparant deux concentrations de dialysa, 126 versus 119. Et cette étude a démontré que même avec le 119, on avait une correction sans danger de cette hyponatrémie qui ne dépassait pas les 6 milléquivalents par litre par 24 heures et qui était donc sans événement secondaire. Autre trouble hydroélectrolytique qui est également de plus en plus, pour lequel les néphrologues sont de plus en plus sollicités, et surtout depuis la pandémie Covid-19, c'est l'hyperkaliémie. Donc souvent, on est de plus en plus souvent sollicité pour des dialyses chez des patients d'hypercalcémie aiguë. Et ce constat est partout, aussi bien à l'échelle locale au CHU qu'à l'échelle nationale. Là, vous avez l'étude faite par professeur Yassine Bentata du CHU de Oujda, qu'à l'échelle mondiale. C'est un constat et c'est dû au retard diagnostic et de prise en charge des hémopathies et des tumeurs solides dues à la pandémie Covid. Donc, cette hypercalcémie aiguë qu'on voit et pour laquelle on nous sollicite est souvent due à des lésions ostéolytiques secondaires suite à des tumeurs solides, notamment des tumeurs de sein, mais également à des hémopathies comme le cas de myélomultiples ou de lymphome. Et c'est souvent des hypercalcémies sévères au-delà de 140 mg par litre.
Souvent, on demande s'il y a des signes ECG associés pour poser l'indication de la dialyse. Et quand c'est le cas, c'est-à-dire surtout quand il y a un intervalle QT raccourci, on a recours à la dialyse, en plus, bien sûr, de si l'hydratation préalable avec la diurèse forcée au furosémide ne suffit pas. Bien sûr, par la suite, la prescription de pamidronate ou d'oséldronate et de corticoïdes peut être indiquée pour pallier à cette hypercalcémie, puisque la dialyse n'est indiquée que de manière ponctuelle pour pallier à l'urgence. Donc, tous ces troubles hydroélectrolytiques au cours de l'insuffisance rénale aiguë, chronique ou autre peuvent être corrigés grâce à la dialyse. Comment? Par la composition chimique du dialysat. Et cette composition chimique, des fois, elle est standard, mais on peut la moduler en fonction de la demande. Je citerai particulièrement que de 3, 3,5, 4 avant de démarrer la dialyse. Idem pour l'hypercalcémie, nous disposons de différents types de concentration en calcium. Le 1,50 est le plus utilisé actuellement, mais vous avez aussi la concentration à 1,25 qui est particulièrement indiquée dans les cas d'hypercalcémie. Également, le glucose dans le dialysat peut être prescrit, peut être changé selon l'état clinique du patient, surtout chez les diabétiques et les patients de réanimation. Alors, j'en arrive à la troisième situation d'indication curative de la dialyse. Ce sont toutes les intoxications et notamment celles dues au lithium, à l'éthylène glycol, aux alcools toxiques et aux salicylates. Et pour les retenir, vous avez aussi cet acronyme mnémonique, I stumbled. C'est en anglais, ça veut dire j'ai trébuché pour retenir tous les noms. I pour l'INH et l'isopropylalcool, S pour les salicylates, T pour la théophynine et la ténormine, U pour l'irénie, M pour le méthanol, B pour les barbituriques, L pour le lithium, E pour l'éthylène glycol et le D pour l'anticoagulant, le dabigatran et également le Dépakote qui est l'équivalent de la dépakine. Donc, ce sont toutes les toxines qui peuvent être dialysées grâce à l'hémodialyse. Et là, vous avez toutes les toxines, tous les poisons ne sont pas égaux par rapport à cette hémodialyse. Donc, la substance idéalement dialysable, elle est généralement de petites molécules, de faibles volumes de distribution, qui a un mouvement rapide du tissu vers le plasma. Et c'est particulièrement le cas de la metformine, du lithium, des salicylates et des alcools toxiques. Par exemple, il y a d'autres substances, comme par exemple le paracétamol, pour qui la dialyse ne revêt aucun intérêt, de même que les opioïdes. Et également, les études ont démontré que l'hémodialyse intermittente, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire, est très efficace dans ces cas-là. En quatrième position, vous avez le O qui correspond à la surcharge pulmonaire et donc la surcharge pulmonaire est une indication curative à la dialyse, surtout quand il s'agit d'une surcharge qui n'est pas gérable par des doses de diurétiques et également en cas d'insuffisance cardiaque. Alors, quand on fait une séance de dialyse, on fait ce qu'on appelle de l'ultrafiltration, c'est-à-dire qu'on va ultrafiltrer le sang ou bien le secteur extracellulaire de cet excès de volume qu'on veut éliminer. Et donc, durant les premières minutes, vous voyez qu'il y a une baisse significative du volume plasmatique parce que tout l'excès, entre guillemets, de volume dans le sang est épuré durant les premières séances et les premières 60 minutes, la première heure, et donc il est ultra filtré. Après, il y a une deuxième étape, vous voyez que la courbe là, elle est en plateau. C'est une phase où il y a
un passage de l'eau du secteur intracellulaire vers l'extracellulaire pour compenser l'UF qui a déjà été faite durant la première étape. Et puis s'ensuit par la suite une troisième étape où il va y avoir encore une ultrafiltration de cette eau qui est venue du secteur intracellulaire vers l'extracellulaire. Alors, est-ce qu'il faut ultrafiltrer autant qu'on veut? Non. Les études ont démontré que un taux d'UF, on parle du taux d'ultrafiltration, c'est-à-dire combien on a retiré, et pour le calculer, on se base sur combien de cc par kilo par heure. Donc, les études ont démontré qu'au-delà de 10 cc par kilo par heure, il y a un excès de mortalité et de morbidité cardiovasculaire. Cela a été démontré. Donc, vous avez le 10 qui est vraiment la valeur. C'est la valeur seuil à ne pas dépasser quand vous ultrafiltrez en dialyse conventionnelle, ne pas dépasser 10 cc kilo-heure, quitte à allonger la séance de dialyse, bien sûr, en évitant le syndrome de déséquilibre osmotique dont je vais vous parler, mais il ne faut pas dépasser le taux d'UF qui est de 10 cc kilo-heure, et ça, on n'arrête pas de le marteler, même pour nos résidents durant les gardes. Alors, en technique continue, vous avez également une zone qu'on appelle sans danger d'UF qui correspond entre 1 et 1,75 millilitres par kilo par heure. Je rappelle que les techniques continues, elles, nécessitent des temps de dialyse beaucoup plus longs euh, et donc qui offrent une meilleure stabilité hémodynamique. Enfin, toujours dans les indications curatives, vous avez l'urémie. C'est une indication curative à l'hémodialyse, surtout quand elle est symptomatique, avec des signes neurologiques, une péricardite, une hémorragie sévère. Et donc là, il y a une indication à dialyser ces patients. Alors, les valeurs seuil à retenir diffèrent selon les recommandations et selon les différentes études. Chez nous, habituellement, on retient le chiffre de 2 grammes, mais en fait, il ne faut pas se fier à une valeur, mais plutôt se fier à une dynamique de cette valeur de l'urée. Et donc, il faut faire très attention, surtout quand on est au-delà de 2 grammes par litre d'urée, à ce qu'on appelle le syndrome de déséquilibre osmotique. Ce syndrome se voit chez les patients qui sont dialysés pour une durée longue. C'est les patients qui ont un taux d'urémie élevé. Et dans ces cas-là, ce syndrome de déséquilibre osmotique est dû. Donc, quand vous dialysez ces patients avec un taux d'urémie élevé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse de l'osmolarité donc plasmatique, d'où un appel d'eau vers le secteur intracellulaire et donc l'œdème cérébral qu'on peut voir au scanner. Ce syndrome de déséquilibre osmotique peut se voir au cours de la séance ou juste après la séance. Il peut se manifester par de simples symptômes allant des nausées, des céphalées jusqu'à des crampes ou la confusion et carrément des fois des convulsions, le coma ou le décès. Il existe certains facteurs de risque pour développer le syndrome de déséquilibre osmotique. C'est surtout donc bien sûr lors des premières séances de dialyse, quand vous avez un taux d'urémie au-delà de 1,75 grammes par litre selon la littérature, dans les âges extrêmes chez les enfants, les sujets âgés, quand vous avez des antécédents de pathologies neurologiques, AVC, épilepsie, également quand le patient a en plus d'autres situations pourvoyeuses d'œdème cérébral telles qu'une hyponatrémie, ou également quand vous avez des situations où il y a une élévation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, comme par exemple en cas de sepsis ou de méningite. Donc, comment éviter ce syndrome de déséquilibre osmotique? Eh ben, c'est simple, on fait ce qu'on appelle de la dialyse peu efficace, c'est-à-dire qu'il faut dialyser ces patients, mais pas de manière très efficace. Donc, surtout, ça va concerner les 2 premières séances de dialyse. Ce sont des séances courtes, 1h30, pas plus de 2 heures, et également où le débit de la pompe à sang va être réduit à 150 jusqu'à 250 millilitres minute maximum. Et également, il y a une autre technique des fois, en urgence, on peut également inverser les lignes du cathéter et ça va être à l'origine d'un taux de recirculation élevé. Alors, ce syndrome de déséquilibre osmotique va poser problème également, par exemple, pour les patients, vous me direz, qui sont en surcharge. Je rappelle qu'un patient qui est en OAP, c'est un patient qui est minimum à 10% au-delà de son poids sec, de son poids idéal. C'est-à-dire pour quelqu'un qui pèse habituellement 70 kg, ça veut dire que vous avez 7 kg de plus.
vous ne pouvez pas faire 7 heures de dialyse ou tout enlever d'un seul coup. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'UF isolé pendant 1 heure ou deux si nécessaire, mais la dialyse, c'est-à-dire la séance avec 2 heures de dialyse, c'est-à-dire de dialyse, ne doit pas dépasser 2 heures pour éviter ce syndrome de déséquilibre osmotique. Voilà, donc j'ai terminé avec cette première partie sur les indications curatives, les indications d'urgence, ce sont des indications évidentes de dialyse. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des indications électives, où il y a une dialyse de principe, où faut savoir démarrer la dialyse à temps, sans trop de risques, et cela concerne surtout l'insuffisance rénale aiguë. Alors, je rappelle que on parle plutôt d'insuffisance rénale aiguë, mais plutôt on parle de plus en plus d'agression rénale aiguë, c'est le terme en anglais, acute kidney injury. Et cette acute kidney injury est définie par deux marqueurs. Un marqueur biologique qui est la créatinine, ou une augmentation au-delà de 3 mg par litre sur 48 heures, ou un marqueur physique qui est la diurèse à moins de 0,5 cc/kg/h sur 6 heures. On est en droit de parler d'insuffisance rénale aiguë ou d'acute kidney injury. Alors, il existe une classification de gravité de cette agression rénale aiguë ou de cette IRA qui est basée, c'est la classification Gadigo, qui est basée sur ces deux marqueurs, c'est-à-dire la créatinine et la diurèse. Vous avez le stade Cadigo, ou ce qu'on appelait avant le stade Akin, stade 1. Donc, le stade 1 correspond quand vous avez une augmentation de 3 mg par litre en 48 heures, ou quand vous avez une valeur de référence qui a augmenté de moins de 2 fois cette valeur par rapport à la créatinine, ou quand vous avez une diurèse qui a moins de 0,5 cc par kilo par heure pendant 6 à 12 heures. Donc, cela définit le stade 1. Le stade 2, qui est plus sévère, correspond à une augmentation de cette valeur de référence qui est inférieure à 3 fois la valeur de référence, ou par une diurèse qui est toujours aussi basse, 0,5 mg/kg par heure, inférieure à cette valeur, pendant une durée un peu plus longue, c'est-à-dire au moins 12 heures. Et puis, vous avez le stade 3, le stade plus grave. C'est là où il y a une augmentation de la créatinine au-delà de 40 mg par litre, ou quand la diurèse est à moins de 0,3 cc/kg/h pendant au moins 24 heures, ou quand il y a une anurie pendant au moins 12 heures. C'est ce qui définit le stade 3 de Cadigo ou l'AKIN 3. Pourquoi c'est important d'avoir cette classification de sévérité chez les patients de réanimation? Parce que, eh bien, plus vous avez un stade Akin ou un stade Cadigo élevé, eh bien, plus la survie est moindre. Cela a été démontré. Et je reviens à notre étude qui a été réalisée au service de réanimation du CHU Ibn Rushd. Eh bien, plus des 2 tiers des patients de l'étude avaient minimum un stade 2 ou 3. Et le recours à la dialyse, bien sûr, je vous avais dit, était de 25% des cas. Alors, quand initier la dialyse quand on n'a pas ces urgences dialytiques dont je vous ai parlé tout à l'heure? Il y a eu cette première étude qu'on appelle AKIKI, c'est Artificial Kidney for Acute Kidney Injury. C'est une étude qui a été menée en 2016 par une équipe française multicentrique, et qui a comparé deux groupes. Un groupe où l'initiation de la dialyse a été dite précoce, c'est-à-dire dans les 6 heures du stade 3, et puis un groupe qu'on a appelé un groupe initiation tardive, c'est-à-dire où la dialyse n'a été instaurée qu'à l'apparition des signes d'urgence dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou quand il y avait une oligo-anurie au-delà de 72 heures. Et là, les résultats, aucune différence statistiquement significative qu'on initie précocement ou tardivement, aussi bien en termes de mortalité à J28 ou à J60 qu'en termes de dépendance par rapport à la dialyse à J28 ou J60. Donc, cela ne sert à rien de démarrer trop tôt. Il faut démarrer au moment opportun. D'autres études ont démontré la même chose. Vous avez aussi l'étude START-AKI, qui, elle, c'est une étude randomisée internationale qui a concerné plus de 3000 patients d'unités de soins intensifs qui avaient une insuffisance rénale aiguë sévère, minimum stade 2 ou 3. Et on a comparé également
les deux méthodes d'initiation, précoce versus tardive. Et là, même constat, il n'y a pas de différence significative, aussi bien sur la mortalité que sur la dépendance à la dialyse. Et donc, entre-temps, donc, plusieurs études ont été faites dans le même sens pour comparer l'initiation précoce versus l'initiation tardive. Vous avez Akiki 2 qui vient d'être publié tout récemment. Vous avez Elin initialement. Donc, beaucoup d'autres études et surtout l'étude FST, je vais en parler tout à l'heure. Donc, même constat, aucune différence statistiquement significative en termes de mortalité et aucune différence statistiquement significative en termes de dépendance à la dialyse à long terme. Au contraire, il y avait plus d'infections liées au cathéter, plus d'hypotension et plus d'hyphosphatémie dans les cas d'initiation précoce. Donc, tout ça pour revenir, donc c'est pour ça qu'il y a eu ces recommandations qui sont toujours d'actualité de 2012. Il y a eu donc les dernières recommandations de CADIGO, donc des néphrologues à l'échelle internationale, ce sont les CADIGO, elles datent de 2012 concernant l'insuffisance rénale aiguë, et qui préconisent qu'il faut qu'il y ait une initiation urgente de la dialyse quand il y a des modifications volumiques, électrolytiques et acido-basiques qui menacent le pronostic vital, mais qu'en dehors de ces situations-là, il faut tenir compte du contexte clinique et des conditions qui peuvent être modifiées par la suppléance rénale et surtout, pas des valeurs seuil, mais de la tendance des anomalies biologiques. C'est pour ça que vous allez nous voir, je vais en parler tout à l'heure, les néphrologues vont aller trop vite, rapidement dialyser une personne victime d'un crush syndrome, s'il n'y a pas une bonne diurèse, après des mesures de réhydratation rapide, en cas de rhabdomyolyse, avant qu'il y avait des intoxications au check-out. Je me rappelle, c'est quand j'étais résidente, c'était rapide, on démarrait rapidement la dialyse sans attendre des anomalies flagrantes électrolytiques ou autres. Et donc, il y a eu une controverse qui a été publiée par rapport à ces CADIGO en 2020 et qui, elle, a essayé de recenser l'ensemble des éléments qui pourraient inciter à initier la dialyse chez ces cas-là qui ne sont pas trop évidents. Et donc, c'est notamment la sévérité et la durée de la pathologie et surtout ce nouveau concept de demande et de capacité du rein, c'est-à-dire la demande métabolique et électrolytique. Est-ce que le rein est capable d'assumer cet équilibre et cette demande excessive en situation d'insuffisance rénale aiguë? Également, l'intérêt des nouveaux biomarqueurs pour détecter précocement les cas d'insuffisance rénale aiguë. Et surtout, j'insiste sur le test au furosémide, c'est un test de stimulation au furosémide qui a fait ses preuves pour prendre la décision, mais également du risque de complications, de guérison et des autres effets. Bien sûr, il faut prendre en considération également l'accord de la famille ou du patient s'il est conscient. Donc, c'est ce qu'a repris également Meta tout récemment dans Ville 2, mais il faut savoir que Meta, c'est Monsieur Insuffisance rénale aiguë à l'échelle mondiale. Et donc, ces publications sont toujours lues et relues. Et donc, il a repris la même chose, que les indications relatives à l'insuffisance, à la dialyse dans l'insuffisance rénale aiguë vont dépendre de cette tendance à l'aggravation de la fonction rénale et à la sévérité. Donc, ce phénomène n'est pas, l'insuffisance rénale aiguë, ce n'est pas un phénomène qui est statique, c'est un phénomène qui est dynamique, d'où l'intérêt de suivre l'évolution. Également, comme critère, il a repris l'absence de réponse au test au furosémide et également quand il y a cette demande qui dépasse les capacités rénales. Il faut initier dans ces cas la dialyse, bien sûr, après accord des familles et selon les possibilités locales. Ce fameux test dont je vous ai parlé au furosémide qui peut nous aider à prendre la décision de dialyser ou pas, c'est un test de stimulation furosémide. Il consiste à donner un bolus intraveineux 1 mg kg de furosémide pour les patients naïfs qui n'ont jamais été sous furosémide, c'est-à-dire dans les 7 jours précédents. Et ce bolus peut être augmenté à 1,5 mg kg pour les non-naïfs, c'est-à-dire qui étaient déjà sous furosémide, et d'évaluer la diurèse sur 2 heures. Si elle est à moins de 200 cc sur 2 heures, ces patients sont qualifiés de non-répondeurs et ils pourraient indiquer la dialyse.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la dialyse peut être initiée dans certaines indications relatives, comme par exemple en anticipant une dysfonction d'organes qui est impactée par une insuffisance rénale aiguë. Quand on a par exemple un patient anurique, mais qu'on a besoin de transfuser, de donner des drogues ou d'autres produits sanguins, des fois on nous appelle pour transfusion parce que le patient est anurique. Quand vous avez également comme je vous ai dit, un syndrome de lyse tumorale, une rhabdomyolyse ou une hémolyse intravasculaire grave. Et également, ben, quand vous avez une oligoanurie qui ne reprend pas malgré les thérapeutiques qui ont été administrées. Donc, je vous ai parlé des indications curatives et électives. Maintenant, est-ce qu'il existe des contre-indications? Je n'ai pas voulu dire contre-indications absolues, mais il existe certaines contre-indications relatives à la dialyse. Elles sont temporaires, notamment quand vous avez un patient qui est instable sur le plan hémodynamique. Il faut avoir une stabilité hémodynamique pour pouvoir le dialyser, du moins par une technique intermittente comme nous disposons actuellement au CHU. Nous n'avons pas encore les techniques d'épuration continue. Et puis, quand vous avez un patient qui est en soins palliatifs, qui a un faible pronostic, par exemple un patient qui est en état de choc septique avec sous forte dose de noradrénaline, on prend toujours la règle des réanimateurs quand le dosage de noradrénaline dépasse la tension. Ben, on voit très bien que c'est un patient qui est instable. On ne peut pas faire une dialyse intermittente, du moins dans l'immédiat. Il faut avoir un minimum de 6 heures de stabilité hémodynamique pour pouvoir dialyser ces patients-là, pour ne pas désamorcer la pompe cardiaque au cours de la séance de dialyse. Et puis, vous avez aussi je ne sais pas comment l'appeler, euh, euh, la dialyse prophylactique pour les produits de contraste. Ça n'existe pas. Il ne faut pas, c'est-à-dire, nous, on est souvent sollicités pour une injection de produits de contraste, soit pour des chiffres de créatinine bas, soit pour des insuffisances rénales. Ce qu'on dit, c'est que le pronostic vital du patient, c'est lui qui importe. Le produit de contraste, d'ailleurs, ce sont des produits de contraste de faible osmolalité et ils ne sont pas directement néphrotoxiques. Et même le volume en lui-même qu'on injecte, il est très faible, sans effet cardiovasculaire. Et donc, il ne nécessite pas de dialyse prophylactique ou même après l'exposition à ce produit de contraste. Au contraire, cette dialyse peut être dangereuse. Ce qui est recommandé en cas d'insuffisance rénale aiguë, de nécessité de donner du produit de contraste pour quelle que soit l'indication, l'arrêt de tout néphrotoxique, AINS, aminoside, méthotrexate, et surtout quand vous avez une insuffisance rénale aiguë ou un DFG moins de 30, arrêt de la metformine bien sûr, suspendre les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, éviter la déshydratation et donc bien réhydrater ces patients. Et c'est suffisant. Et s'il faut injecter, ben, il faut injecter et on contrôle après 48 heures. Donc, pour conclure, euh, je dirais que je vous ai parlé, il existe des indications urgentes, curatives, urgentes de la dialyse et qu'on résume par les deux acronymes AEIOU et Einstein-Bled. Je vous les ai cités, donc correspondant aux initiales de chaque anomalie qui nécessite la dialyse. Il faut savoir qu'il existe également, en plus de ces indications d'urgence, ce qu'on appelle des indications électives de l'insuffisance rénale aiguë. Il faut savoir que c'est un processus qui est dynamique, qui évolue, qu'il faut prendre en compte le contexte clinique et le test au furosémide peut beaucoup aider dans la prise en charge de cette décision par rapport à ces indications électives. Bien sûr, on peut s'aider des nouveaux biomarqueurs qui existent, qui normalement ce sont les réanimateurs qui les utiliseraient les plus. Vous avez surtout le NGAL qui paraît dans plusieurs études et puis les fameuses bandelettes IGF-PP7 type 2 qui ont prouvé leur efficacité. En troisième message de conclusion, je dirais que le traitement non dialytique de l'insuffisance rénale aiguë est souvent suffisant. Réhydratation, remplissage, alcalinisation, c'est ce qu'on a fait dans l'étude qui a été publiée. Et que, effectivement, quand vous voyez les principales causes d'insuffisance rénale au CHU, vous avez la déshydratation en premier lieu, suivie du sepsis, d'obstruction. Vous voyez que ce sont des causes curables,
préventive. Donc, on peut faire un traitement préventif de l'insuffisance rénale aiguë en réhydratant précocement, en faisant un remplissage précocement, en levant l'obstacle, surtout par exemple quand j'ai une néoplasie, un cancer du col avancé, je peux mettre en place une JJ prophylactique pour éviter cette insuffisance rénale aiguë et donc éviter le recours à la dialyse. Enfin, toujours en conclusion, il faut savoir qu'il y a certaines contre-indications relatives à la dialyse, notamment l'instabilité hémodynamique quand le patient est en soins palliatifs et en mauvais pronostic. Je dirais aussi que la dialyse n'est pas un acte anodin, c'est un acte qui est non dénué de risques. En plus, il est coûteux, aussi bien en ressources humaines, matérielles, disponibilité, et pas qu'à l'échelle marocaine, c'est à l'échelle internationale. L'indication de la dialyse, c'est une indication qui doit être posée par un néphrologue. C'est le néphrologue qui pose l'indication de la dialyse et qui fait une prescription. Il n'y a pas de dialyse standard, il y a une personnalisation de la dialyse en tenant compte, donc en programmant une technique particulière avec un programme adéquat, une pompe adéquate, un dialysa, une position de dialysa adéquate et une anticoagulation adéquate. Voilà, je vous remercie et j'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup, Selma. Donc, on n'avait pas envie que ça se finisse. On a tellement appris avec des astuces, des moyens mnémotechniques, comme on aime dans le milieu des soins intensifs. Donc, certainement, il y aura beaucoup de questions. Et en fait, pendant ta présentation, il y avait déjà des questions. Donc, je vais me permettre de te les poser. Et je Oui. commencerai par la première question de Raqib Souley. Alors, il te dit, à propos de la remontée du potassium en fin de dialyse, le relagage du potassium est fait par quoi? Ben, quand vous dialysez, quand vous faites de la dialyse, c'est un contact entre le dialysat et le secteur extracellulaire. Donc, quand vous faites une séance par la suite, donc après, il y a un appel du potassium qui était en intracellulaire. Je rappelle qu'il est en équilibre entre l'intra et l'extracellulaire. Vous avez la même concentration donc par la suite. Donc, il y a un appel. Et surtout, quand vous ne respectez pas, quand il y a la même cause, c'est surtout en réanimation, ça c'est surtout chez les dialysés, mais en termes en aigu, quand vous avez la même cause pourvoyeuse d'hypercalémie qui est toujours là, ben vous avez toujours un relargage. Vous allez pas baisser la calémie au cours de la séance, mais si la cause est toujours là, ben vous ne réglez pas le problème. Par exemple, une obstruction, je vais faire une dialyse pour lutter contre l'hypercalémie, mais juste après, il faut lever l'obstacle pour pouvoir avoir une diurèse et relarguer ce potassium qui a été retenu du fait de l'obstruction. J'espère avoir répondu à la question. En tout cas, pour moi, c'est clair comme réponse. Et on va passer à la question suivante. Alors, quelle est la place de la dialyse dans le cas d'hypercalémie réfractaire au traitement médicamenteux? Ben, je l'ai expliqué. Oui. J'ai dit que quand vous avez une hyperkaliémie avec des signes électriques à l'ECG, et c'est surtout des valeurs élevées, 7 de potassium, 6,5, 7 selon les recommandations. Alors, il faut savoir que, par exemple, les dialysés chroniques ont tendance à supporter des taux de kaliémie élevés. Hmm. C'est-à-dire, ils vont pas les supporter, ils vont mieux les tolérer qu'un patient aigu. Et donc, il se peut que vous ayez chez un patient aigu des signes ECG précocement sans atteindre les 6,5 de potassium et plus. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des signes électrocardiographiques ECG sur toutes les dérivations. Et il faut que, si c'est possible, d'abord démarrer par les mesures habituelles dont j'ai parlé, c'est-à-dire gluconate de calcium dans l'immédiat et surtout insuline et autres. Et si ça ne marche pas, on peut monitorer dans les 2 heures et démarrer la dialyse. De toutes les manières, on instaure toujours ces mesures-là en attente de la dialyse parce que la machine n'est pas prête sur place, le cathéter n'est pas prêt sur place. Il faut du temps pour mettre en route la séance de dialyse. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une place à l'hémodiafiltration aux urgences? Oui, il y a la place. D'ailleurs, c'est l'indication, surtout. Alors,
l'indication, c'est-à-dire l'indication de choix de l'HDF et des techniques continues aux urgences, c'est surtout quand vous avez une instabilité hémodynamique, quand vous avez par exemple des insuffisances cardiaques congestives avec de petites tensions et des états de choc septique avec une petite tension, c'est une indication. Mais pour les autres urgences habituelles, les études ont démontré qu'il n'y avait pas de différence entre les méthodes continues et les méthodes intermittentes dont nous disposons actuellement. Alors, il y a une question, ou plutôt une remarque, et il me semble qu'elle émane de néphrologues. Alors, ils vous disent, pour l'étude française multicentrique, qui a montré un pronostic équivalent entre dialyse précoce et dialyse tardive, est-ce qu'on Oui. peut insister sur les critères d'inclusion dans chaque groupe? Les critères d'inclusion, je ne les ai pas tous en tête parce qu'il y avait plusieurs études que j'ai présentées, mais je peux revenir sur la diapo pour la voir. C'était en tout cas, dans toutes les études, le critère d'inclusion principal, c'était minimum AKIN 2 ou 3. Dans Là, toutes ces études-là, c'était minimum AKIN 2 ou 3. euh, en fait, toujours la même personne qui a posé la question, ils te disent qu'il n'y a pas un risque de confusion sur le qualificatif de tardif. Qu'il te C'est le dit, qualificatif qui a été utilisé dans l'étude. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? C'est late versus early. Donc, on n'a fait que traduire pour dire tardif, c'est-à-dire plus tard par rapport à l'initiation précoce. C'est qu'un qualificatif, ça ne veut pas dire qu'on est intervenu trop tard. oui. Trop tard, c'est après l'urgence, ce qui n'est pas le cas. Alors, j'ai d'autres questions, mais quand même, je prends la casquette de modérateur en t'en poser une, parce que cette histoire de bicarbonate et acidose, quand est-ce on le donne, quand est-ce on ne le donne pas, c'est toujours un sujet de controverse. Alors, il faut savoir que souvent, nous, on est sollicité. Bon, quand on est sollicité pour des cas d'insuffisance rénale avec une acidose métabolique sévère, une réserve alcaline basse à moins de 12, quand c'est le contexte est évident avec une IRA ou une IRC, là, on n'hésite pas à dialyser ces patients. Mais quand vous avez un patient qui n'est pas anurique, qui a une autre cause d'acidose métabolique, que vous arrivez à traiter cette cause, par exemple l'acidocétose, ça ne sert à rien de dialyser. C'est-à-dire il faut privilégier cette perfusion de bicarbonate par rapport à la dialyse. Et je ne sais pas si vous avez, en tout cas nous on l'a constaté, c'est que depuis le Covid, on a également constaté qu'il y avait des cas très graves d'acidocétose diabétique qui étaient chez des jeunes qui étaient admis en réanimation avec une mortalité excessive. Et on nous a souvent sollicité pour des dialyses. On ne dialyse pas des acidocétoses, sauf, je dirais pas sauf, c'est-à-dire parce que le mécanisme est ailleurs. Il faut traiter la cause pour éviter le relargage d'acide en excès. Et donc, il faut traiter par de l'insuline et tout, sauf bien sûr quand vous avez une insuffisance rénale aiguë sévère associée à autre. Là, on dialyse ces patients. Et donc, tous les cas où il n'y a pas de nécessité de dialyse, il faut passer au bicarbonate. Alors, le sujet est très passionnant et beaucoup de questions. En plus, ce webinaire a battu le record des audiences, donc tant mieux. Donc, c'est bien. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Inviter le bon joueur, tout le monde qui On veut regarder. pourra, je pense qu'il pourra être disponible par la suite, on pourra rendre Certainement, disponible certainement. la présentation, Euh, on pourra y revenir et je pourrai répondre même aux questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui. alors, alors, il y a une autre personne qui te pose la question suivante. Quelle place joue la dialyse dans la prise en charge de la nécrose tubulaire aiguë? Alors, la nécrose tubulaire aiguë, c'est la première cause d'insuffisance rénale aiguë en réanimation et elle est souvent associée au choc septique et autres. Bon, classiquement, c'est un type d'insuffisance rénale parenchymateuse qui évolue en plusieurs phases. Il y a une phase de baisse de la diurèse, d'anurie, puis de reprise de la diurèse. Et donc, le maximum de complications, on va le voir dans cette phase oligo-anurique. Et donc, le raisonnement va être le même. Si on a, bien sûr, un signe d'urgence dans cette nécrose tubulaire aiguë, bien sûr, il va falloir prendre ce patient en dialyse. Et quand vous avez un stade Akin
deux ou trois avec une oligoanurie qui persiste au-delà de 24 heures, ben, il faut prendre en patience en dialyse, c'est ce qu'on fait habituellement. Mais ce qui compte surtout, c'est surveiller cette cinétique dont je vous ai parlé. Donc, c'est un phénomène qui est dynamique, l'insuffisance rénale. Ce n'est pas un événement qui est stable, il évolue. Et il faut savoir que la nécrose tubulaire aiguë, ben, elle évolue généralement, elle est spontanément résolutive au bout de 3 semaines, à J21 normalement. Avant les 21 jours, normalement, il y a une bonne évolution et une bonne reprise de la diurèse. Une question très intéressante. Est-ce que l'oligoanurie peut être une indication en elle-même à la dialyse, sans signe électrique, sans rien du tout? Alors, Alors, cela dépend. Alors, nous, dans notre pratique de tous les jours, on disait qu'une anurie au-delà de 24 heures, il faut dialyser. Mais en fait, on ne peut pas juger un patient que sur un seul critère, c'est-à-dire l'oligoanurie. Mais ce qui serait très intéressant pour départager, c'est le fameux test de stimulation furosémide. C'est quelque chose de simple. On peut se donner un délai de 2 heures pour voir. S'il ne répond pas, que si on a un taux d'urée élevé et tout, ben, on prend ce patient en dialyse. Une question qui me tient aussi à cœur, qui a été posée dans le chat, c'est cette histoire de produit de contraste iodé chez quelqu'un qui risque de faire une insuffisance rénale et j'ai besoin d'un scanner injecté pour un diagnostic X. Qu'est-ce que je le fais, je ne le fais pas? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ben oui, dans l'urgence, quand dans l'urgence, vous le faites. J'ai mis la diapo pour l'expliquer. J'ai mis les nouvelles recommandations, c'est les recommandations CADIGO de la maladie rénale chronique qui ont été reprises des recommandations des radiologues. Ce n'est pas une contre-indication c'est-à-dire l'insuffisance rénale aiguë ou chronique n'est pas une contre-indication à l'injection de produits de contraste, surtout que allô? Oui, oui, je Oui, suis là. donc, Oui, 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 parce que l'image était figée. oui. Donc, j'ai dit que oui, euh, il ne faut pas hésiter à injecter ces patients. À la seule condition il faut s'assurer que ces patients sont en bon état d'hydratation et essayer d'arrêter tout ce qui peut être éventuellement néphrotoxique, surtout les médicaments en néphrotoxique, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine et la metformine en cas d'insuffisance rénale aiguë et bien sûr contrôler après 48 heures. C'est parfait. Alors, j'essaie moi de filtrer les questions qui doivent répondre à les thématiques d'aujourd'hui. Donc, Oui, on va tout dire à que fait. les questions qui sont un peu loin, on va les garder par la suite. Il y a une question aussi intéressante. On te pose la question suivante. Chez quelqu'un qui a un syndrome cardio-rénal et qui a été Oui, initialement en hémodialyse, mais qui a amélioré sa fonction rénale oui, et continue toujours à faire des OAP réfractaires au furosémide. Faut-il les oui. dialyser? Hein, est-ce qu'on peut le dialyser? Oui. Alors, cela dépend. On a souvent ces cas-là. Il faut savoir que cela dépend du degré d'insuffisance rénale qu'il a. Si Mhm. c'est un patient qui a une insuffisance rénale, disons, modérée, pas sévère, donc on peut majorer, c'est-à-dire décongestionner le cœur en utilisant en plus du furosémide les autres diurétiques. Tant que le DFG nous le permet, tant que la fonction rénale nous le permet, on ne va pas se focaliser sur un seul site pour avoir l'effet diurétique. On peut donner des thiazidiques, on peut donner de l'aldactone quand on n'est pas, bien sûr, en situation d'insuffisance rénale aiguë et quand on n'est pas en insuffisance rénale à moins de 30 de DFG. D'accord? Mais en dehors, quand on voit qu'on a autre situation aussi, on est souvent sollicité dans les syndromes cardio-rénaux quand vous avez de l'hypotension. Vous avez un patient qui a 8 de tension, ils veulent qu'on le dialyse. Pas possible. À 8, il faut d'abord avoir un semblant d'équilibre tensionnel avant de le dialyser et l'ultrafiltrer, mais c'est une ultrafiltration ponctuelle et souvent, ce n'est pas le cas. Hein. Ça m'a rarement, et souvent, on a eu des patients qu'on a été sollicités pour des dialyses, même pour des séances d'ultrafiltration, même en dehors de l'insuffisance rénale. Pour des séances d'ultrafiltration, c'est des patients insuffisants cardiaques. Et il a suffi de rajouter d'autres diurétiques et le problème était résolu. D'accord. Donc, voilà, donc c'est à raisonner au cas par cas. C'est le jugement. Alors, seulement cette fois-ci, la question émane de moi. En fait, Oui, quand on reçoit des malades en insuffisance, ils sont chroniques. oui,
On sait qu'ils ont sauté leur séance et ils viennent en surcharge. Oui. Bon, en ce concert, ça se passe très, très bien avec vous. Et parfois, on ne comprend pas. Parfois, ils sont dialysés 2 fois, parfois 3 fois, parfois une seule fois avant qu'on les déclare sortants. Ça dépend de quoi, en fait, le nombre de dialyses à faire. Alors, le nombre de dialyses dépend de deux choses. D'abord, ce degré de surcharge. On ne va pas comparer, par exemple, un OAP qui nécessite une intubation à un simple OAP avec des crépitants en basie thoracique. Donc, on va évaluer sur la saturation en oxygène, sur la demande en oxygène. Donc, si c'est une seule séance qui a été ratée, qui a de simples crépitants en basie thoracique, on peut se faire qu'une seule séance d'ultrafiltration et adresser le patient chez son néphrologue. Mais quand vous avez quelqu'un qui a arrêté plusieurs séances, qui a 7, 8 kilos au-dessus de son poids, eh bien, c'est de la dialyse quotidienne. Ouais. Également, quand par exemple, vous avez de la péricardite, c'est un malade qui est mal dialysé. Vous savez, il y a des patients chroniques qui ne veulent pas se faire dialyser 3 fois par semaine, qui refusent d'être dialysés 3 fois par semaine. Ouais. C'est-à-dire, les organismes payeurs leur donnent Oui. toutes les séances. Le néphrologue, mais lui, il refuse, il ne vient pas, ou bien il crée euh, Hmm. n'importe quel préjugé, c'est-à-dire Excuse. excuse pour ne pas. Et donc, à la longue, il y a de la surcharge et donc de la surcharge qui nécessite plusieurs dialyses. Également, quand vous avez un taux d'urée très élevé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas dialyser d'un seul coup et tout arranger d'un seul coup. Il faut éviter le syndrome des déséquilibres osmotiques et reprendre ces patients. Alors, seulement, je prends le cas d'une insuffisance rénale aiguë chez qui on a initié la dialyse. C'est-à-dire, Oui, en général, ça prend combien de temps? J'ai bien compris, c'est entre les 3 4 semaines, mais quels sont les critères pour arrêter la dialyse? c'est la diurèse. La dialyse, d'accord. La diurèse, et c'est l'évolution de la créatinine après. C'est pour ça que vous nous voyez, on demande souvent des créatinines, des fonctions rénales après la dialyse. Et il faut différencier les chiffres post-dialytiques, 24 heures, ou à plus long terme. Mais le principal critère, c'est la reprise de la diurèse. Qui dit reprise de la diurèse dit bonne évolution. Et donc, généralement, on sursoit la dialyse et on guette, on vérifie les anomalies électrolytiques et on voit l'évolution. Si cela évolue bien, ben, tant mieux. Alors, et c'est une question qui n'est pas sur le chat, mais mes médecins qui me l'ont envoyé sur le groupe WhatsApp. Ils te Oui. disent, est-ce qu'on peut dialyser une insuffisance rénale quand on dit avec du S conservé? Alors, vous savez, il y a même des chroniques. On a des patients en dialyse chronique qui sont à diurèse conservée. D'accord. Vous avez les atteintes interstitielles, par exemple aiguës, qui peuvent se manifester par des insuffisances rénales aiguës à diurèse conservée. C'est pour ça que vous avez deux marqueurs de l'insuffisance rénale. C'est pas que la diurèse. Vous avez et la diurèse et vous avez également les paramètres biologiques, notamment la créatinine et l'urée. Très, très bien. Alors, je vais te poser une toute dernière question avant de conclure. Alors, dans quel contexte clinique est-il recommandé d'ajuster la concentration de bicarbonate dans le dialysat? Alors, généralement, on n'a pas l'habitude de le faire. C'est-à-dire, n'adapte pas la concentration du bicarbonate dans le dialysat, quoiqu'il y a des études récentes qui ont suggéré qu'il y ait une augmentation progressive au cours de la séance de la concentration, c'est-à-dire passer d'une concentration de 25 à 32 au cours de l'évolution de la séance. C'est la deuxième partie de graphe de tout à l'heure que je vous ai dit de ne pas voir parce que c'est un peu spécialisé. Mais généralement, on ne la fait pas habituellement. C'est pour le bicarb, non. Mais pour le potassium, oui. On a des laboratoires de soluté de dialyse qui travaillent avec nous, qui nous permettent d'avoir des sortes de récipients où il y a du potassium qu'on peut ajouter au dialysat pour augmenter la concentration en potassium et également en glucose quand c'est nécessaire. En tout cas, Salma, merci infiniment. Je sais, tu es en train de présenter, moi je suis en train de noter, regarde. On ne voit pas ce que tu as écrit. Attends, attends, je vais enlever l'arrière-plan. Il y a un truc intéressant à te montrer. Tic, 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 tic. Sinon, on va choisir un flou. On dirait
Là, on voit bien ton arrière-plan. Qu'est-ce que tu as écrit? Alors, les voyelles, j'ai Amin, Amin, Voilà, c'est tout ce que je te dis. Amin. Merci infiniment. Donc, Merci à vous. des zones zénines hyper pédagogiques. On a bien compris que les indications curatives et électives, les A, I, E, O, U, les ensembles, j'ai trébuché. Assembled Allah yarhamlik les walidines, c'était de magnifique. Il y a testofurosémide. vraiment un dernier mot à dire à l'assistance. Voilà. Voilà, ben moi, encore une fois, je remercie l'assistance, je remercie Ossed Mouhaoui. Moi, je suis particulièrement liée au service de réanimation parce que j'ai démarré mon cursus de néphrologue au service de réanimation avec Ousted Mouhaoui, qui m'avait accueilli à bras ouverts. Et donc, j'avais passé les gardes au déchocage avec vous, j'avais tout appris avec vous. Et je compte le refaire, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ah, Pourquoi? Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir de vraiment d'être là, de répondre à vos questionnements. Et alhamdoulilah, on travaille dans la bonne ambiance. On est tout le temps en contact par WhatsApp, par téléphone pour régler les problèmes des malades parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif final de tout ça, c'est le malade, c'est d'assurer la meilleure prise en charge possible. On a de plus en plus de moyens pour le faire. Il faut bien le faire dans les normes. ben, en tout cas, merci beaucoup. Donc, je te remercie. Je te demande de passer les bonjours, les remerciements à toute l'équipe de néphrologie qui travaille vraiment Merci. en grande symbiose avec le service des urgences. Et dans le chat, je vous remercie beaucoup pour votre patience et on se donne rendez-vous pour les prochains webinaires où on va traiter le syndrome coronarien aigu. Donc, sur ce, je vous dis à toutes et à tous, très bonne fin de soirée et à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Très bonne soirée.